effectivement, pense tout de suite international. Mise en bouche, je ne sais pas. Je suis en tout cas très content, non seulement d'intervenir sur comment on va travailler avec les partenaires globaux, mais aussi d'avoir une intervention de notre délégation. Vous entendez bien, ça va? De notre délégation de Madagascar, de nos partenaires de Madagascar et des Comores, parce que ce sont des voisins qui ont l'habitude de travailler avec nos amis d'Inde, de Chine et d'Afrique. Et je pense que leur expérience peut être très utile à tout le monde. Donc, je partage mon temps de parole. Je voudrais commencer, c'est l'avantage des professeurs, c'est que ils passent beaucoup de temps dans les livres. J'aimerais commencer par une petite interrogation dans la salle. Qui a dit, à votre avis, l'échec est le fondement de la réussite? Il y a 2500 ans, Lao Tzu, dis donc, on a des gens cultivés. Et il a dit aussi quelque chose que je trouve fort à propos pour aujourd'hui. Si quelqu'un t'a offensé, écoutez bien parce que c'est une maxime de vie, je pense, très profonde. Si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas à te venger. Assieds-toi au bord de la route et tu verras passer son cadavre. Tout faux. Lao Tzu. Lao Tzu. Vous savez, quand on fait du business avec nos amis chinois, si on ne rentre pas dans leur monde mental, assieds-toi, ils verront passer ton cadavre. Vous ne réussirez jamais. Les Français disent, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il n'y a rien de particulier au monde chinois, si ce n'est qu'ils traduisent dans leur langue, et en fait dans les caractères, la lecture du caractère chinois est essentielle, car un caractère, c'est un symbole, c'est une phrase, c'est une expression, c'est un mode de vie. Et donc j'ai dû apprendre le chinois pour cela. Et simplement, ce sont des traits universels qu'ils expriment, mais avec leurs mots. Comme les Mahorais, avec les Français de métropole, finalement, nous partageons tous les mêmes caractéristiques, simplement on les exprime différemment. Mais exprimer différemment, c'est déjà quelque chose de très important. Regardez ici, quand j'arrive à Mayotte, la façon dont les gens sont habillés, pour ceux qui ont vu les photos que j'ai mises sur Facebook hier, ben voilà, on est dans un autre monde dont il faut comprendre les codes. Alors maintenant, je continue. Le monde flatte l'éléphant et piétine la fourmi. Qui a pu dire cela? Alors, non, parce que lui, justement, je n'aime pas du tout cette expression qui est, vous savez, chez Gandhi, c'est un des traits de la culture indienne qui vient en fait beaucoup plus du courant, on va dire, bouddhiste, jain de la non-violence, et qui se distingue d'un autre courant qui est beaucoup plus important en réalité, qui est précisément celui de ce proverbe. C'est un proverbe indien, je le répète. Le monde flatte l'éléphant et piétine la fourmi. C'est cette notion du rapport de force chez les Indiens qui est absolument essentielle dans la négociation. C'est pour ça que quand on a un rendez-vous avec un homme d'affaires indien ou une femme d'affaires indien, enfin plutôt les hommes d'affaires indiens, ils arrivent toujours très en retard. Très en retard. Et oui, parce que c'est un signe de... Si vous les attendez, c'est un signe de position de force. Ça m'est arrivé, moi, d'attendre 2h30 un ministre des Finances en Inde. Mais comme j'avais ce proverbe en tête, il voulait piétiner la fourmi. Oui. Donc, cette fierté indienne, ce réalisme indien est essentiel dans la gestion. J'ai dit qu'il y avait plusieurs cultures en Inde, et vous avez raison souvent d'avoir cité Gandhi. Œil pour œil, et la terre deviendra aveugle.
C'est une partie de la culture indienne. Mais quand vous travaillez dans le business avec les Indiens, vous travaillez avec des castes d'affaires. Car l'Inde est un monde de castes. Il y en a 4 à 5 000, mais qu'on peut regrouper en 4 grands types, plus les intouchables. Or, les castes d'affaires, les Gujaratis, ce qu'on appelle les Banyas, il y a des Gujaratis dans la salle d'ailleurs. Eh ben non, hier il y en avait. Là où je vais demain à La Réunion, il y en a beaucoup plus. Mais comme vous allez être confrontés, je pense, dans l'avenir, à en voir un certain nombre, ce n'est pas idiot de comprendre ce mécanisme-là. On a toujours, en métropole, une vision négative des castes. Oh, les castes, c'est pas bien. C'est un aspect des castes. L'autre aspect, c'est ça qui fait la force de l'Inde. C'est ces réseaux familiaux, ancestraux. Les Gujaratis, c'est plus de 2000 ans, qui ont transmis leurs valeurs, leur savoir-faire. Vous savez, un Gujarati, il compte toute sa comptabilité par cœur dans sa tête. Et il a sa caisse sur la table, ça c'est pour l'inspecteur des impôts. Il n'y a jamais d'argent. Il n'y a jamais d'argent. Et il va, à chaque fois qu'il fait une opération dans la journée, que ce soit le petit business ou du gros business, il va enregistrer. Il y a une caisse enregistreuse dans ça. Ça, c'est des siècles d'éducation héritée de la famille. Et donc, en général, les Indiens que vous allez rencontrer sont soit des castes d'affaires qui ont la culture de l'éléphant, soit ce sont les nouveaux, les professionnels qui sont en train de monter dans l'informatique, etc., et qui, eux, sont plutôt des castes brahmanes, les intellectuels, les prêtres. Je disais hier, j'ai une fille qui est mariée à un Indien, c'est une famille de kshatriya, les commerçants. Moi, je suis économiste, mais je suis kshatriya en France. Et il était opposé au mariage avec ma fille, parce que la caste essaie de protéger le milieu, l'intégrité du milieu. Et donc le mariage hors caste est bloqué au maximum. Et donc j'ai dû aller, moi, voir le père à côté de Bhopal, c'est une ville qui s'appelle Vidisha. J'ai mis l'alliance de ma famille, qui est une famille de nobles, donc de kshatriya français. Eh ben, en 2 minutes, ça a été réglé. En 2 minutes. Comprendre ces traits culturels, c'est vraiment important. Les brahmanes, ce sont donc des gens qui ont un cerveau exceptionnel. Ce n'est pas le cerveau de la caisse enregistreuse, c'est le cerveau d'un puits de culture. Pourquoi? Parce que les brahmanes ont, pendant 2000 à 3000 ans, transmis de mémoire tous les grands textes de la civilisation indienne. Le Mahabharata, un traité pour les économistes très important qui s'appelle Artha Shastra. Artha Shastra, c'est le traité de la richesse. Artha, c'est la richesse. C'est un traité qui fait 1500 pages. C'est un des premiers grands traités de sciences politiques et de sciences économiques de la planète. Et ils le connaissent par cœur. Comment bien gérer, non pas son argent, puisque ce ne sont pas des bagnats, comment bien gérer la société en équilibrant, et c'est le point essentiel de la culture indienne, c'est le principe d'équilibre entre les 3 grandes finalités de la vie. La première, c'est l'artha, parce que sans argent, on ne fait rien. Mais le deuxième, c'est que la finalité de l'artha, c'est-à-dire de la richesse, c'est le kama, l'amour. Le Kama Sutra, peut-être vous avez entendu parler des poses érotiques du Kama Sutra. L'Indien, il veut profiter, jouir de la vie. Et il a des traités qui lui ont expliqué comment, et je ne vais pas aller au-delà car je vais me faire censurer. Artha, Kama. Et quel est le 3e but? La 3e finalité essentielle? Ouais, spirituelle, moksha, la moksha.
C'est quoi la moksha? La moksha, c'est ne plus renaître sur Terre. Sortir de ce monde qui est par définition un monde de souffrance, lié à un monde de désir, qui conduit à des violences. Donc, la finalité ultime, c'est sortir du cycle des renaissances. Et le monde indien est très difficile à saisir parce qu'il a cette, non pas dualité, mais voyez, trialité, entre trois buts qui sont très contradictoires. Car si je m'enrichis l'artha, ma finalité, ce n'est pas nécessairement de ne plus renaître dans la vie, puisque j'ai accumulé des richesses, je veux peut-être en profiter et en faire profiter mes enfants, etc. Troisième chapitre, puisqu'on va travailler sur Inde-Chine-Afrique. Donc là, ça sera plus facile de savoir d'où ça vient, mais là, la question, je vais la rendre plus pointue, c'est qui l'a dit? Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Ça, c'est quelque chose de profond. Ça a l'air ridicule, mais tous les jours dans la vie, on a cette question. Où est-ce que je vais? Eh bien, regarde d'où tu viens. Qui a pu dire cela? Où? Qui a écrit cette tradition orale? Ah, pourtant, on n'est pas loin des côtes africaines, là. Eh bien, c'est Hampâté Mamadou Ba, un des plus grands. Celui qui a dit, quand une bibliothèque brûle, exactement, c'est dans le sens inverse, quand un ancêtre, allez-y. Quand un ancêtre meurt, c'est une bibliothèque inexploitable qui disparaît. Et oui, parce que beaucoup de gens pensent que l'Afrique, parce qu'il n'a pas eu nécessairement de philosophes connus, parce qu'il n'a pas la tradition des grands textes indiens ou des grands textes africains, oh ben ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de savoir. Pas du tout. Pas du tout. J'ai travaillé longtemps après sur l'Afrique, plus exactement, plus récemment sur l'Afrique que sur l'Inde et la Chine, et je suis tombé dans un puits de culture. Et cette culture africaine se véhicule par une transmission orale qui explique que la famille est le lieu essentiel de l'éducation de base. Et vous, Maoré, qui êtes dans la salle, vous savez mieux que moi. C'est non pas à l'école, je ne dis pas que l'école ne sert à rien, mais ce n'est pas à l'école qu'on apprend l'élément essentiel de la vie, c'est dans la famille. Ce qui explique que beaucoup de jeunes Mahorais ne veulent pas revenir d'ailleurs à Mayotte parce que la famille est un peu pesante quand même. Il faut trouver là l'équilibre entre ce qu'il y a de positif dans la culture familiale et puis ce désir de liberté qu'il peut y avoir dans la jeunesse. Pourquoi j'ai commencé par cela? Parce que dans les années à venir, et lié au gaz ou pas lié au gaz, il faut faire attention au gaz. Il y a chez les économistes une théorie très importante qu'on appelle le mythe du cargo. Le mythe du cargo. C'est-à-dire cette idée que vous avez des gens, c'est une tribu, qui a passé sa vie à attendre des cargos, des bateaux. Et ils étaient tous les jours sur le ponton. Et ces cargos ne sont jamais revenus. Le mythe du cargo. Et en économie, c'est un mythe important parce qu'il est à l'origine d'une théorie économique sur les anticipations. Vous voyez, j'anticipe dans la vie déçu, ce qu'on appelle la déception. Donc il vaut mieux éviter de rentrer dans ce cycle de la déception et se poser plutôt la question, gaz ou pas gaz, je suis dans un monde global. Ici à Mayotte aussi. Et d'ailleurs, par rapport à votre question, dans ce monde global, ce qui va déterminer la résilience des sociétés, c'est leur autonomie alimentaire. C'est évident. Tout le monde s'en rend compte désormais. Ça ne veut pas dire le protectionnisme. Ça veut dire que je dois, sur mon territoire, et ça comprend donc bien sûr la pêche, je dois être autonome
quasiment à 100% dans ce qu'on appelle les livelihoods, c'est-à-dire les besoins fondamentaux. Et dans les besoins fondamentaux, il y a bien sûr l'alimentation, il y a bien sûr l'habillement, il y a bien sûr la maison, le toit, et enfin, il y a l'éducation. Nous savons que le défaut de l'ère globale des années 2000, en gros 1990 jusqu'à la grande crise de 2008, nous savons que ça a apporté beaucoup en positif, mais aussi beaucoup en négatif. Et donc on voit bien qu'on est dans un cycle qui est en train de se retourner, qu'on appelle la démondialisation, c'est-à-dire qu'on est en train de revenir à des principes de relative autonomie locale parce qu'elle détermine de la résilience. Mais ça ne veut pas dire que la globalisation est finie. Et donc, bien sûr, Business France, vous êtes dans votre intervention en plein dans le sujet. Être résilient ne veut pas dire s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Ça veut dire, au contraire, profiter, prendre appui sur ma résilience pour m'insérer dans un monde qui, de facto, est global, sera global, pour une raison simple, c'est que tous les êtres humains ont exactement les mêmes caractéristiques. Ils viennent de l'Homo sapiens, ils ont à peu près les mêmes bras, les mêmes jambes, la même tête, ils peuvent avoir des différences de couleur de peau, de couleur des yeux, des cheveux, etc. Mais fondamentalement, ils aspirent à se connaître, se rencontrer. Dans cette globalisation, nous avons donc ici une question qui est, comme je le disais hier, comment je tire mon épingle du jeu? Eh bien, je vais aujourd'hui plutôt la centrer sur une sous-question qui est comment travailler avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Afrique pour tirer mon épingle du jeu, parce que ce sont, on l'a vu hier, donc je ne reprendrai pas cette slide, en gros, 80% du business, 90% du business, même ici, va dépendre de ses partenaires. Or, pour travailler avec un partenaire, il faut se poser les 3 questions de base, qui sont à peu près la même chose que quand vous êtes amoureux. Au moment des grandes chaleurs, il vaut mieux un tout petit peu se poser et au calme se poser ces 3 questions. Comment ils se voient, eux? C'est la question de base. C'est-à-dire comment nos amis chinois se voient, eux. Quand ils vous regardent avec leurs yeux, et leurs yeux sont déterminés par leur mental. S'ils me voient blanc, c'est parce qu'ils sont jaunes, et pas parce que je suis blanc. Donc là, les slides vont essayer de répondre à cette question. Comment ils se voient, eux? Deuxièmement, comment ils nous voient, nous, partenaires potentiels, avec leurs yeux? Et enfin, comment ils pensent? Comment ils pensent? Avec quel schéma mentaux ils pensent? C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par des proverbes. La culture chinoise est une culture extrêmement enracinée dans le mental. Je vous l'ai dit, elle prend la forme souvent d'ailleurs donc d'idéogrammes. Idéogrammes. Il n'y a pas d'écriture en Chine. Et pour moi, ça a été la plus grande difficulté. Parler de chinois, c'est très facile. Savoir lire, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'il faut en fait rentrer, d'abord il faut être un bon dessinateur, ça c'est une chose, mais surtout il faut rentrer dans un monde mental qui n'est pas du tout le nôtre, je parle là des métropolitains, où nous avons appris l'écriture cursive. Là, c'est un symbole qui s'affiche. Et un idéogramme se démonte par sous-idée, de sorte que je vais avoir le gène, c'est-à-dire l'individu, donc le caractère, il est comme ça, avec les 2 jambes, et puis après le gène mine, et vous allez décliner à partir de ça. Donc, 4-5 idées, et puis la montre, elle est là, elle m'arrête quand la demi-heure est passée. Voilà, excusez-moi. La première, elle est là. Alors, c'est un peu compliqué des fois, puis c'est un peu petit peut-être pour vous.
mais ce n'est pas trop grave. Comment ils se voient? Eh bien, ils se voient en pleine renaissance, nos amis. C'est-à-dire que la Chine, l'Inde et l'Afrique, si vous prenez la population mondiale de l'an 1 de notre ère à aujourd'hui, eh bien, on voit que pour ce qui est de la Chine, le bleu clair, ben, ils ont toujours constitué le quart de la population mondiale. Et puis eux, à l'école, ils apprennent ça. Vous savez, on dit souvent la croissance démographique de la Chine. Bon, donc, il y a eu croissance démographique, mais surtout, c'est un géant démographique depuis l'éternité. Et ils le savent, ça. Donc, ils se voient comme une grande puissance démographique. Mais prenez l'Inde. Ben, l'Inde, c'est à peu près pareil. L'Inde a toujours été un géant démographique. Et quand je rentre, là, je vais aller à Chennai, et je vais rentrer dans le monde indien. C'est un monde à lui tout seul. Et quand un Indien est un partenaire avec vous, il sait qu'il a 1,5 milliard d'Indiens derrière. C'est comme ça qu'il se voit. Et puis, alors souvent, sur l'Afrique, on entend des tas de trucs sur « Oh, le problème de l'Afrique, c'est sa croissance démographique, son explosion démographique, etc. » Oui, mais enfin, si on regarde à l'échelle de l'histoire, bah, l'Afrique représentait 10% de la population mondiale. Elle est effectivement en phase à peu près de rattrapage. C'est lié au cycle démographique qui font qu'on est en phase de croissance rapide et puis il y aura ensuite un tassement. Et Inde, Chine, Afrique, eh ben, c'est comme ça qu'ils se voient, c'est les 2 tiers de la population mondiale. C'est les 2 tiers de la population mondiale. Ils se voient entre eux comme étant des géants démographiques, des éléphants. Et mon petit doigt me dit que la croissance démographique africaine, entre guillemets, trop rapide, c'est-à-dire des taux de fécondité encore de 4, 5, 6 enfants par femme, comme j'ai pu voir au Mozambique, est peut-être liée à un comportement rationnel qui est d'occuper son espace. Car la densité moyenne de l'Afrique, c'est de 25 habitants au kilomètre carré. C'est rien du tout. C'est 4 fois inférieur à la France, mais c'est surtout 10 fois inférieur aux Pays-Bas ou à l'Allemagne. Et qu'au Mozambique, si je mets 150 millions d'habitants, c'est tout. Ça tient. Ça tient. D'autant plus que c'est un des continents les plus riches du monde. Donc on a affaire à des géants. Mais regardez là, de l'autre côté. Hier, j'ai parlé de séisme. Là, on le voit bien. Pour des géologues là, ou des géographes dans la salle, on a ici affaire à des courbes sismiques. Il y a eu des tremblements de terre dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est la carte du produit intérieur brut mondial, c'est-à-dire la production mondiale. Et on l'a rétabli à partir de l'an 1 avant Jésus-Christ, ou l'an 1 de notre ère, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous observez? Afrique, Inde, Chine, c'était les 2 tiers de la richesse mondiale. Donc ce ne sont pas des gens qui viennent du sous-développement pour se développer. C'était les grandes puissances économiques de l'Antiquité. J'ai parlé du ce qu'on appelle Indian Ocean Rim, hein, la mer Méditerranée de l'océan Indien. Ben, c'était une zone de prospérité, de commerce. Et donc, c'était les géants économiques d'hier. Et puis, tout d'un coup, vers XVIIe, XVIIIe siècle, il y a eu effectivement un décroché considérable, lié en fait à la révolution industrielle, mais lié aussi, comme ça qu'ils le perçoivent, au colonialisme, à l'impérialisme. Les 2 tiers de la planète appartenaient aux 2 grandes puissances coloniales, qui étaient l'Angleterre et la France. Et corrélativement, je ne dis pas que c'est une relation de causalité, mais ils le perçoivent comme une relation de causalité. À cause de ça, regardez, le poids économique de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique s'effondre à moins de 10% de la richesse mondiale pendant 2 siècles. Et puis, ben, le séisme, il est là. Vous avez une remontée progressive de leur place légitime sur la scène internationale, de sorte qu'il n'y a aucune raison que le poids de... Et c'est comme ça qu'ils pensent que leur poids économique ne soit pas équivalent au moins à leur poids démographique. Et donc, quand je suis en Chine ou en Inde, et de plus en plus en Afrique, c'est très net avec l'Union africaine, ces nouveaux discours, on a une fierté, ce qu'on appelle
la renaissance de ces trois grands pôles. Et donc, il faut faire avec. Il faut donc trouver un nouveau type de partenariat. Le sommet des BRICS qui va se tenir à Brasilia, demain et après-demain, pour lequel je parle tout à l'heure sur TF1, est un sommet essentiel. Les gens ont pensé que les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique, c'était, ça s'est créé en 2008-2009, c'était un petit feu passager. Non, ils sont là pour durer. Ils sont là pour construire des relations internationales qui sont sud-sud. Deuxième idée, et comme il me reste très peu de temps, je couperai le reste, mais ce n'est pas grave, vous avez la présentation disponible à la DIM. La deuxième idée, c'est, je trouve cette slide très parlante. Quand on regarde en économiste le mouvement de croissance, ça c'est les taux de croissance, d'accord? De la Chine, de l'Inde et de l'Afrique, les théories économiques arrivent à reproduire ce mouvement autour d'un indicateur, pour l'essentiel, qui est ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité démographique de ces pays. Ainsi, vous avez eu un réveil chinois dans les années 80, lié, vous voyez ces petits points-là, au fait que dans la population chinoise, vous avez eu de plus en plus de gens en âge de travailler. Le ratio entre les gens en âge de travailler et la population est parti d'un niveau qui était relativement bas pour atteindre de l'ordre de 70-75%. Le décollage chinois accompagne en réalité cette transformation. Et oui, mais regardez, c'est la fin. C'est la fin en Chine. On est rentré dans une baisse désormais de la population active, dans un vieillissement de la population active. Ça se voit partout. Et quand je visite des usines chinoises aujourd'hui, je vois des robots partout. Des robots. C'est le premier parc de robots du monde. Et donc la Chine est dans une phase tout à fait différente. Elle a rattrapé en grande partie le niveau de développement des pays riches, elle a rattrapé le niveau technologique, et donc elle est dans une phase de go global. Go global, je me globalise, parce que je suis fort, la résilience dont je parlais tout à l'heure. Et donc nos partenaires chinois, qui sont de redoutables concurrents, on va avoir des exemples des témoignages tout à l'heure, nos partenaires chinois sont tenaces, sont difficiles en affaires. Et donc si on n'est pas aguerri sur ces cultures de la négociation, on perd toujours. Et c'est ce que certains appellent la prédation, par exemple, de l'Afrique. En réalité, quand un pays africain est fort, quand on est fort, on a un pouvoir de négociation nettement suffisant. Et à ce moment-là, ça commande le respect de votre partenaire. L'Inde, eh bien l'Inde est en plein décollage économique. Même si en termes de croissance, ce n'est pas la croissance chinoise, c'est parce qu'on est dans une fable, la fable, vous savez, du lièvre et de la tortue. Le lièvre, ça a été la Chine. Faire vite, parce que la fenêtre d'opportunité démographique était courte. L'Inde a le temps. Et puis je termine avec l'Afrique. J'en ai parlé hier. C'est essentiel de comprendre que malgré toutes les difficultés qu'on va avoir dans les 54-55 pays, si on est objectif, si on regarde d'ailleurs nos partenaires indiens et chinois, qui sont en train d'établir partout des stratégies vers l'Afrique, c'est que précisément, eux, ils savent compter, et ils savent combien de containers ils exportent vers l'Afrique, directement ou indirectement. Ce n'est pas le même marché qu'en Chine. On est plutôt sur des smartphones à 50 €, alors que là-bas, on est à des smartphones à 500 €. Et je termine juste par une slide. Pour travailler, pour réussir, et on peut réussir, il faut donc, je disais, comprendre le mental. Pour ça, c'est simpliste, ce tableau, mais ça donne, je pense, des repères essentiels. Le monde chinois, le monde indien, le monde africain, on peut, en gros, sur le plan de la culture économique, de la culture tout court, yin, yang, zhou.
Vous connaissez yin-yang, en général. Vous savez, c'est ce logo noir et blanc. C'est le principe actif, le principe passif. Ce yin-yang est très important à comprendre parce que c'est le point commun entre l'Inde et la Chine. Le yin-yang est à la fois chinois et à la fois indien. Il est le produit de cette culture asiatique. Simplement, on voit très bien que le monde indien est un monde plutôt yin. C'est-à-dire que l'espace est très décentralisé. L'Inde, c'est 29 régions, c'est des tas de langues. Et donc, ça ne sert à rien quand on traite avec un Indien, il faut absolument savoir sa région d'origine, sa culture d'origine, sa caste, etc. Alors que le monde chinois est un monde très concentré, 90% de la population est Han. Le pouvoir en Inde est fédéral. Travailler avec l'Inde, c'est donc savoir de quelle fédération, enfin de quel État il est, s'il est du Bihar ou du Tamil Nadu, c'est pas la même chose que s'il est du Maharashtra. Il n'a pas la même culture économique au sens de l'histoire économique. Ce qu'on a eu ici dans la région et avec lequel vous traiterez, c'est les Gujaratis, le Gujarat, et puis les gens du Sud, des Tamils. Je termine avec ça parce que, évidemment, c'est ce qu'il y a de moins connu. En gros, quand même, yin-yang veut dire qu'entre un Chinois et un Indien, c'est cul sur tête. C'est l'inverse. Hein? On voit, c'est un effet quasiment inversé. Le Zhou, c'est important. Je pense que j'ai écrit l'Afrique pour les nuls avec un collègue africain, et c'est lui qui sort ce concept, c'est lui qui m'a éclairé là-dessus. Le Zhou, c'est l'idée qu'on est dans un monde superposé, très complexe de ce point de vue-là, communautaire, ce qui rend compliqué. Vous allez au Mozambique, ça n'existe pas le Mozambique. C'est un ensemble de communautés. Et que les frontières du Mozambique, vous prenez le Facebook d'un jeune Mozambiquais, eh bien, il a des amis partout, parce qu'un Mozambiquais, ça n'existe pas, et selon si c'est un Shona ou un Makondé, il aura des gens de sa famille au Nigeria, etc., etc. Négocier, c'est très important. Les gens se moquent de la palabre en Afrique. Hein, on s'en moque. Mais c'est l'élément essentiel du consensus. Prendre beaucoup de temps. Déjà, avec les Chinois, les Indiens, n'en parlons pas, je vous ai dit, ils vous font attendre 2-3 heures. Vous avez ce tableau, Franck Sabin vous le transmettra. C'est, en tout cas, j'espère, les 3 grandes idées sur lesquelles je voulais insister. Renaissance, quand on les voit, quand ils vous voient, la fierté. La fierté. Parfois l'arrogance, eh bien c'est comme ça, il faut faire avec. La deuxième grande idée, c'est en termes de dynamique économique. On a évidemment un train à 3 vitesses. La Chine, pays très développé aujourd'hui, très développé. Deuxièmement, l'Inde qui suit derrière, à son rythme. Et puis troisièmement, une Afrique plus chaotique, mais qui est condamnée à régler ses problèmes. Ce qui fait que l'innovation de ces 3 mondes-là est la clé de leur succès. Ce sont les plus innovants de la planète aujourd'hui. Non pas au sens technologique des sciences, mais au sens des modèles économiques. Quand je dis que je vais en Inde et que de Chennai, je vais prendre un vol pour Hyderabad qui est à 600 km et que je paye 25 €, les gens me regardent et ne comprennent pas. Notamment, heureusement que le patron de la compagnie aérienne australe n'est pas là. 25 €. Ils ont inventé un modèle économique totalement nouveau. Voilà. J'aimerais vous montrer quelques slides sur mes réflexions sur la mise en place de la compétitivité sur l'axe Mayotte-Madagascar. La compétitivité dont on parle ici, ce n'est pas la compétitivité au sens entreprise, au sens des prix, etc. C'est un concept qui est beaucoup plus basé au niveau national d'abord, mais on peut l'étendre au niveau régional. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la compétitivité, ça génère ce qu'on appelle la croissance économique, qui est l'objectif, mais en général, quand on dit comment on fait alors pour créer la croissance, c'est là qu'il faut penser compétitivité. C'est donc un terme qui est très transversal, où vous allez voir donc
puisque j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais vous montrer quelques slides seulement de ce que j'ai préparé. Il y a un trépied à la base de la compétitivité. Selon le Forum économique mondial, il y a d'abord ce qu'on appelle l'approche orientation par les facteurs, où vous avez l'institution qu'il faut améliorer, les infrastructures, l'environnement macroéconomique, la santé, l'éducation de base. Mais après, vous avez les orientations par l'efficience. À ce moment-là, vous avez l'éducation supérieure, tout ce qui a trait au marché. Lorsque le professeur parle de la chaîne d'Afrique, c'est en termes de recherche de marché. Mais évidemment, après, il faut avoir également le capital humain qu'il faut. Il faut avoir une capacité d'être prêt pour la technologie. Ça s'appelle la capacité d'absorption technologique. Et puis, maintenant, pour l'aspect orientation par l'innovation, ça, c'est un peu la dimension ultime, puisque à ce moment-là, c'est vraiment l'innovation qu'il faut mettre en exergue. Alors, l'axe Madagascar-Mayotte, en fait, et on peut aussi inclure les îles voisines. Aujourd'hui, en tout cas pour le cas de Madagascar, on est dans ce qui s'appelle le Stage 1, c'est-à-dire vraiment encore au moment dans l'époque où il faut mettre en place tout ce qui est infrastructure, etc. Mais donc, il faut le challenge, le défi aujourd'hui, c'est comment accélérer tout ça. Pour l'histoire, il faut savoir que Maurice, par exemple, est dans une situation où dans ce qu'ils appellent la transition entre le stage 2 et le stage 3. Donc, on va passer bientôt pour le cas de Maurice. Donc, au cas ultime, c'est l'orientation par l'innovation. Sauf que, comme on n'a pas le temps, on ne va pas attendre que de passer de la phase 1, phase 2, phase 3, il faut préparer tout de suite, pour le cas de l'axe, en tout cas Mayotte-Madagascar, il faut se préparer à aller tout de suite, mais en mettant les moyens qu'il faut au stage ultime, à la phase ultime, mais en mettant donc la stratégie qu'il faut. Donc, oui. Alors, tout de suite, donc il y a quelques recommandations. En matière de filière, on sait qu'il y a des perspectives. Donc, il faut créer la mise en place des infrastructures. Mais je vous dirai comment, tout à l'heure, comment on peut faire ça. Donc, l'aspect innovation, il faut y penser. Coopération interuniversitaire dans la zone, coopération entre les universités et le secteur privé, il faut y penser. Il faut une facilitation de la circulation financière et mettre en place un observatoire pour le process. Et donc, pour l'aspect Madagascar, il faut savoir, parce que, bon, alors, comment on va financer tout ça? Il faut savoir que Madagascar, on parlait tout à l'heure du Mozambique, il faut savoir que Madagascar possède beaucoup de ressources stratégiques dont il faudrait penser maintenant à les valoriser, que ce soit en termes de pierres précieuses, l'or, vous le savez, mais aussi les terres rares, qui est l'avenir. Voilà. Je vous remercie, professeur, je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Hassan Mlaraha, je fais partie d'un groupement des entreprises maoraises du tourisme. Disons que je suis ravi, comme d'entendre monsieur qui vient de parler de Madagascar, ainsi que nos amis de Comores. Parce que j'ai eu l'occasion de participer à une coopération bilatérale qui s'était déroulée en 2018 à Madagascar. Et je crois que tout y est pour qu'on puisse travailler ensemble. Les moyens financiers ici sont ici à Mayotte. On peut parler de l'Interreg, on peut parler de la coopération décentralisée. Et plus souvent, on nous dit toujours qu'on n'arrive pas à les consommer. Alors, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. Peut-être qu'après cet ensemble, on se mettra un peu à côté et essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas entre professionnels. Merci. Ça, c'est une vraie question. Moi, j'ai eu
la chance et le bonheur peut-être de recevoir énormément d'investisseurs, des groupes d'investisseurs asiatiques, chinois ou indiens, et aussi des entrepreneurs ou des groupes d'entreprises européens et en particulier des Français. Ce que j'avais remarqué, ce n'est pas une critique, mais quelque chose qui pourrait nous réveiller un petit peu l'esprit. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise français se trompent un peu d'époque. Je m'explique. Les Français, quand ils arrivent à Madagascar ou dans certains pays d'Afrique, ils sont en démarche nord-sud où l'Afrique a besoin de leur aide et leur assistanat. Ils ne sont pas dans une logique de dire l'Afrique pourrait les apporter. Donc les Chinois, ils ont compris ça. Quand ils viennent en Afrique ou quand ils viennent à Madagascar, ils sont là dans une logique de prospection et à la fois, ils viennent en package. L'Afrique a des problèmes, ils apportent des solutions, mais pragmatiques. Par contre, les Français, ils amènent de la bureaucratie. C'est-à-dire qu'ils amènent, avant de... Voilà, entre autres, avant de décider. Mais moi, j'ai dit ça, c'est pour qu'on puisse rectifier, en fait, notre manière de voir les choses. Parce qu'on se dit, comme vous avez bien annoncé tout à l'heure, Mayotte est un département français, il n'est pas normal, qui ne peut pas comparer avec les îles Comores ou Madagascar, qui est juste à quelques kilomètres d'ici. On doit passer par Paris pour pouvoir parler à Mayotte. Ça, ce n'est pas admissible. Je termine. Je termine. Ouais. Et aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, les Chinois, quand ils viennent chez vous, ils parlent de manière horizontale. C'est du gagnant-gagnant. Vous avez un problème, par exemple, d'infrastructure, les Chinois ils viennent dire, je vous amène une Exim Bank, je vous donne 5 ans de, entre guillemets, de grâce, et vous allez me rembourser plus tard quand vous êtes beaucoup plus fort, solide, à me rembourser. Dans l'état immédiat, vous êtes encore fragile, vous n'avez pas les reins solides pour pouvoir rembourser. Donc, je vous apporte à la fois le finance, et j'amène l'entreprise chinoise qui vous amène à la fois les matières premières, la technologie, les main-d'œuvre, et tout est gagné. Et c'est comme ça que l'Afrique se construit aujourd'hui. Et on voit un net recul des grandes sociétés, des firmes françaises comme Bouygues ou tout autre, à perdre le marché africain. Pourquoi? Parce qu'on ne se remet pas en question. L'Afrique a pris l'indépendance il y a 60 ans. Aujourd'hui, l'esprit, c'est l'émergence, c'est la convergence. On doit changer notre manière de voir les choses. Je vois ici coopération interrégionale. Il y a le fonds d'Interreg. Moi, j'ai travaillé pour le département archipel de Guadeloupe dans le temps, dans les années 2000. Donc, je sais comment ça fonctionne, le mécanisme. Mais l'Interreg, aujourd'hui, c'est une belle plateforme, non seulement pour le département Mayotte, mais pour la région Océan Indien, pour raviver l'économie. Madagascar produit aujourd'hui beaucoup des fruits et légumes. On produit aussi des viandes, des poulets, des produits halieutiques. Je vois dans les supermarchés de Mayotte, les rayons sont vides. Alors qu'à côté, nos voisins ils produisent et on ne sait pas quoi en faire. Au lieu d'importer de Rungis, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de favoriser la coopération interrégionale avec Majogua et tout autre? Je ne cite que cela. Le tourisme, j'ai beaucoup de choses à dire, mais ça mériterait une autre conférence à Madagascar où j'inviterai volontairement monsieur le professeur. Merci.